Éric Moulin-Zinouti, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on ne va pas parler de politique, même si on aura peut-être des petites choses. On va parler de la région et d'auteurs et de livres qui parlent de la région. Déjà, bienvenue sur Radio Gaga. Merci à vous de me... J'ai vu que vous étiez un ancien généalogiste. C'est ça. Et donc, auteur, comment on peut vous définir? Un auteur régional, un auteur Alors, plutôt un peu à thème? Comment ça se passe? Plutôt un auteur régional, plutôt indépendant, Ouais. pas relié à une université quelconque. Vous êtes également professeur? Je suis enseignant à la base. Enseignant en sciences économiques et sociales, avec une spécialité juridique en terminale, l'option droit. Et parfois, j'interviens ponctuellement à l'université Jean Monnet, en méthodologie, en licence, en histoire. Est-ce que votre profession a un lien avec le fait d'écrire? Oui. Ouais. Oui. Ma matière est une matière rédactionnelle et effectivement, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup chercher. Je suis un chercheur en fait. Et est-ce que vous êtes un chercheur qui trouve? Souvent. Et frustré lorsqu'il ne trouve pas. Quand on dit un auteur régional, local, ça veut dire qu'on s'interdit d'écrire autre chose ou alors on est réservé sur son territoire? Pas du tout, pas du tout. En ce qui me concerne, j'écris sur ce qui me semble être intéressant. Alors c'est vrai que j'ai une forte base régionale, on est bien d'accord. Et histoire un peu quand même. Et histoire, bien sûr. Hein. J'ai une forte base régionale, mais je ne m'interdis pas d'écrire sur tout et n'importe quoi. Des choses qui m'intéressent, des choses qui font écho à la société, et puis des choses qui me font écho à moi-même aussi. Il y a beaucoup de gens qui écrivent mais qui ne publient pas forcément. Comment ça s'est passé la première parution? C'était une envie, c'était des rencontres? Comment? Expliquez-nous un peu le chemin. C'est arrivé tout à fait d'une manière exceptionnelle. J'ai commencé donc des recherches généalogiques, d'abord dans le cadre pour moi, on est bien d'accord, puis ensuite j'en ai fait une profession. J'ai arrêté cette profession, mais j'ai continué à chercher. Et puis je suis arrivé sur des familles plus ou moins nobles, notamment la famille de Saint-Chamond, et je me suis intéressé à cette famille de Saint-Chamond de plus près. Beaucoup de choses avaient déjà été écrites sur la famille de Saint-Chamond, et je ne voulais pas reproduire, cela n'aurait servi à rien, des choses qui avaient déjà été écrites. Donc j'ai cherché pendant 10 ans, j'ai pris 3 ans de rédaction avec tout ce que j'avais trouvé, et j'ai écrit une histoire genrée. J'ai redonné une place à la femme dans la seigneurie de Saint-Chamond, que j'ai proposée tout bêtement à un auteur, un éditeur. Et voilà, ça a eu le bonheur de matcher. Est-ce que vous l'avez là? Non, c'est oui, les dames? Il est ici, c'est le premier, les dames de Saint-Chamond. Faites-nous le voir. Et donc c'est un bel ouvrage, hein? Oui, je crois qu'il y a à peu près 400 pages. À peu près 400 pages. Donc en même temps, j'ai travaillé à Saint-Chamond comme surveillant d'externat, donc j'ai une affinité, une promiscuité avec la ville. Et aujourd'hui, j'enseigne aussi à Sainte-Marie, au lycée Sainte-Marie à Saint-Chamond. Donc voilà, il y a une promiscuité qui fait que... Et l'éditeur, il est de la région aussi? L'éditeur n'est pas de la région, l'éditeur est basé dans le sud de la France avec une antenne à Paris. Ouais. C'est Mémoires et Documents. Et comment on intéresse quelqu'un justement qui va de la région? Quand on lui parle de Saint-Chamond, il doit vous dire mais c'est où ça? Bon, alors en fait, dans la famille de Saint-Chamond, il y a un des seigneurs qui a été vivre à la cour et qui a failli se retrouver être Premier ministre de Louis XIV. Ouais. C'est Melchior Mide de Chevrières. Donc c'est une célébrité locale, Melchior Mide de Chevrières. C'est pour ça que ça a fait écho avec l'éditeur. Et quand on lit ou quand on feuillette, je ne sais pas comment on peut dire la chose, mais quand on prend ce gros ouvrage, on apprend quoi finalement? Est-ce qu'on apprend un peu plus sur Saint-Chamond ou c'est spécifique sur une famille? Alors, on apprend non seulement sur Saint-Chamond, le développement de la ville, les origines de la ville, et ensuite comment a été pensée du point de vue de l'architecture la ville par l'intermédiaire des seigneurs qui l'ont faite. Alors aujourd'hui, c'est vrai, hein, on a une mairie à Saint-Chamond avec un maire qui va se présenter. Mais finalement, cette mairie, elle n'est mairie que parce qu'elle a été construite et qu'avant c'était un couvent. J'allais vous dire, c'est une architecture particulière, la mairie de Saint-Chamond. Bien sûr, c'était un couvent, donc ouais. C'est une femme de la famille de Saint-Chamond qui l'a fait construire. Gabrielle de Gadagne, une riche florentine qui a épousé un seigneur de Saint-Chamond. Et elle a eu le malheur de perdre ses enfants en bas âge, notamment un de ses fils. Et
ces personnes sont très pieuses. Et elle a fait construire ce couvent en signe de dévotion, en signe, pas de remerciement qu'elle avait perdu son fils, bien sûr, mais voilà, elle vivait les choses comme ça. Et finalement, ben voilà, ce couvent est devenu mairie. Donc, tous les bâtiments qui existent aujourd'hui ne sont ni plus ni moins que la volonté des seigneurs qui étaient là. C'est ça qui est intéressant. Et est-ce qu'on a une explication au nom de Saint-Chamond? Est-ce qu'il est relié au lieu? Est-ce qu'il est relié à quelque chose? Alors, il est relié, apparemment, il serait relié au premier évêque, Saint-Edmond, oui, qu'on retrouve beaucoup, qui aurait évangélisé la région. Et donc, d'où l'apparition de la colline de Saint-Edmond, et le château de Saint-Chamond était sur cette colline. Donc ça vient de là, en fait. Voilà. Tous vos ouvrages, aujourd'hui, on peut les trouver où? Alors, on peut les commander en librairie, on peut les commander chez mon éditeur, Mémodoc, Mémoire et Documents. Et puis, on peut très bien me les demander aussi par mois, à mon adresse email, c'est possible. Hein. Alors, le métier d'auteur, enfin le métier ou la passion d'auteur que j'ai souvent découvert à travers des personnages intéressants dans la région, c'est d'écrire, mais il y a une deuxième phase, c'est de faire savoir qu'on a écrit quelque chose, et presque, j'ai envie de vous dire, de vendre ces bouquins. Comment vous vous y prenez, vous? Alors, finalement, si je regarde bien un petit peu les choses, c'est le bouche à oreille. Ouais. Sur Saint-Chamond, je commence à être un petit peu connu, donc voilà, ça se sait. Dans les lycées dans lesquels j'interviens, ça se sait, donc c'est bien le bouche à oreille. Et puis j'ai un site en ligne aussi, où je publie des billets de blog, voilà, sur des sujets divers et variés. Donc voilà. Après, ce n'est pas une profession dont on vit, on est bien d'accord. C'est pour ça que je vous ai parlé de passion. Voilà, c'est vraiment une passion, c'est vraiment histoire de faire découvrir l'histoire sous un autre angle, plus sous l'histoire de la passion. Moi, véritablement, ce qui m'a intéressé à Saint-Chamond, c'est que on a beaucoup lu de récits seigneuriaux de familles masculins, et que finalement l'histoire ne s'écrit pas toujours au masculin, et bien souvent l'histoire s'écrit au féminin. J'ai un peu envie de vous dire avec humour, aujourd'hui on parle beaucoup d'influenceuses. Dans l'histoire, on se rend compte finalement que les femmes ont beaucoup influencé les hommes. C'est clair. De toute façon, il ne faut pas chercher. Derrière chaque homme, il y a une femme, ne serait-ce que sa mère. Tout à fait. Donc, tout à fait. Voilà. Et là, si je m'intéresse aux femmes qui ont fait Saint-Chamond, elles ont été recherchées pour leur dot. Elles ont trouvé le moyen de marier leurs enfants et leurs fils à des bons partis. Donc il y a quand même une volonté derrière d'agrandir la seigneurie et de laisser quelque chose par la suite. C'est ça qui est intéressant avec cette histoire genrée. Est-ce qu'il y a un parallèle ou un complément, je ne sais pas comment tourner la question, mais on a parlé de généalogie au début de cet entretien. Quel est le lien avec l'histoire? C'est deux choses différentes ou c'est un complément? Dites-moi un peu finalement ce que c'est que la généalogie. Un mot en plus qui n'est pas facile à prononcer. La généalogie, c'est finalement la recherche de ses aïeux. C'est-à-dire, on a tous 2 parents, 4 grands-parents et ainsi de suite, et ça remonte dans le temps comme ça. Mais en fait, on part du principe, et c'est mon avis, que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Je suis assez d'accord. Hein. Et donc, pour construire l'avenir, il faut se référer au passé. Et souvent, l'avenir sera écrit comme le passé. Et ça, par contre, c'est de la psychogénéalogie. Et c'est une autre science qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui nous intéressent aujourd'hui, mais des événements qui nous ont été imprégnés au fil des siècles par ce que nos ancêtres ont vécu, nous ont laissé. Des failles. Un petit peu à la Zola, en fait. Quand Zola écrit Les Rougon-Macquart, il explique la transmission d'un certain nombre de tares de génération en génération. C'est ça la psychogénéalogie. Maintenant, comment on allie généalogie et histoire? C'est que finalement, par la généalogie, on arrive à expliquer les phénomènes anciens. Si je me réfère le prochain manuscrit que j'ai écrit là, que je suis en train de relire, c'est un quadruple meurtre au puits. Donc le mari tue sa femme. Nous sommes au 19e siècle et l'idée, c'est d'éclairer la société du 19e siècle. Comment
elle fonctionnait, notamment du point de vue de la justice, par l'intermédiaire de ce cas d'espèce. Et pourquoi au Puy-en-Velay? Parce que j'y suis tombé dessus, Ouais. bizarrement. J'ai toujours le chic pour mettre le nez où il ne faut pas mettre le nez. Parce que vous m'avez parlé beaucoup de religion par rapport à Saint-Chamond. On peut aussi beaucoup, toujours en parallèle, parler de beaucoup de religions aussi, évidemment catholiques, au Puy-en-Velay. Bien entendu, c'est un haut lieu de la religion catholique, ne serait-ce que pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle qui part de là-bas, il me semble. Mais Il y passe, puis je ne sais pas s'il part. il y passe, il me semble. Il y passe. Mais voilà, en fait, par le manuscrit que je suis en train de relire, il explique le parcours de cette femme qui se retrouve tuée par son mari à coups de revolver. Il a voulu tuer sa femme, sa belle-sœur s'est interposée, il lui a tiré dessus. Il a fait un carnage. Il a voulu tirer sur sa belle-mère, il lui a fracassé la mâchoire. Il a voulu tirer sur son beau-frère. Et on s'aperçoit finalement là que nous avons affaire à quelqu'un qui souffre de tares générationnelles qui se sont transmises de génération en génération. On apprend dans les procès-verbaux, les rapports de police, que le grand-père est un petit peu faible d'esprit, que le père est alcoolique, et que lui-même est alcoolique, et avec certaines pathologies médicales importantes. Donc, par le fait de ce cas d'espèce, on arrive à éclairer un petit peu cette société du 19e siècle. Et on retombe aussi sur la condition féminine, où la femme était laissée de côté, la femme était parfois méprisée, et peut-être même par la justice. C'est-à-dire qu'on glorifiait, entre parenthèses, l'homme qui avait tué sa femme parce qu'il avait été trompé, mais par contre, on laissait de côté la femme qui avait été battue. Parce que finalement, ça voulait dire qu'elle avait eu un mauvais comportement avec son mari. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans le fait de situer ça dans le Puy-en-Velay, c'est que quand on se promène un petit peu, on voit que beaucoup de villes ont tourné la page, oui, et ont tout rasé. Et quand on se promène dans les rues, dans les vieilles rues du Puy-en-Velay, on peut retrouver encore des traces de ce 19e siècle, oui, et peut-être même avant. Oui, qui existe encore. Hein. Le collège, là où allait le fameux meurtrier, il existe encore, ce collège. Adrien Dupuis. Oui. Donc, j'ai fait mon BTS audiovisuel. Il a traversé les siècles. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que, et voilà. Quand on parle de généalogie, moi j'ai la vision, bien entendu, de ces arbres généalogiques. Jusqu'à quand on peut remonter? Est-ce qu'on peut remonter jusqu'à l'infini? Ou alors il y a une date où on ne trouve plus jamais rien? Quoi. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Parfois, on est bloqué très très vite pour X ou Y raison. Parfois, on arrive à tomber sur des familles plus ou moins nobles, bourgeoises. Dans ce cas-là, les archives ont été conservées. Grâce au répertoire notarié, c'est-à-dire au notaire, on arrive à remonter. Jusqu'à quand? Et en règle générale, jusqu'au XVe siècle. 15e? Ouais. Au-delà, c'est foutu, quoi. Après, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et par rapport à l'église, il n'y a pas des registres aussi, des choses comme ça? Il y a des registres, mais les curés ont eu l'obligation de rédiger les actes qu'au XVe siècle. Ah, d'accord. Et pas avant. Donc après, on va avoir les recensements d'impôts qui vont nous permettre de retracer l'imposition. Et en retrouvant l'imposition, les terriers par exemple, en retrouvant l'imposition, on va arriver à retrouver les familles. Et ça devient plus compliqué, ça devient bien plus compliqué. Et donc raisonnablement, 15e siècle, c'est déjà un très très joli arbre généalogique si on arrive à remonter au 15e siècle. Ça fait beaucoup de branches. C'est énorme. Et quel est finalement le vrai lien? Parce que est-ce qu'on doit toujours se référer à la colonne du père? Comment ça se passe? Ah non, pas du tout. Non. Alors on peut remonter uniquement par les hommes, pour que l'arbre généalogique soit complet, qu'il prenne un peu plus de consistance. C'est plus intéressant de le faire par les hommes et par les femmes. Donc effectivement, au bout de 6-7 générations, on a déjà quand même beaucoup d'individus. Oui. Ce qui est important derrière, c'est de redonner vie à ces individus. Et on va pouvoir redonner vie à ces individus grâce au répertoire notarié, au notaire. Parce nos ancêtres avaient cette faculté de consigner tous les actes de la vie courante chez le notaire. Donc on passait un contrat de mariage, on faisait un testament, on vendait, on achetait, et tout ça se matérialise sous forme de quittance, d'obligation. Et bien souvent, c'est quand même conservé. C'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on a à peu près 5 générations qui peuvent vivre au même moment. Oui.
est-ce que ça remonte c'est assez récent ou est-ce que dans le passé, on arrivait à quoi, 2, 3 générations? Alors en général, les familles vivaient ensemble sur 3 générations. 3 voire générations. Plus, Ouais, voire plus. ça arrivait à 4 générations? Oui. Dans les familles bourgeoises, à Paris notamment dans les hôtels particuliers, les grands-parents au dernier étage, les parents au milieu, les enfants en dessous. Là, on est à 3 générations. On est à 3 générations. Et bien souvent, s'il y avait une arrière-grande-tante, elle habitait avec les grands-parents. Ouais. Et pareil dans les familles, dans les fermes de la Haute-Loire ou dans les fermes du Rhône, où les anciens habitaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants et parfois leurs arrière-petits-enfants jusqu'à leur mort. Tenez, on va Merci. se couper 2 secondes, on a le café qui arrive. On va continuer le dialogue. Toujours pour rester dans l'histoire et la généalogie, j'ai vu que vous avez une mère qui remonte, paraît-il, au roi de France. Oui. Alors, il faut partir du principe qu'au XVe siècle, la population est beaucoup moins importante que celle d'aujourd'hui. Évidemment. Donc ça veut dire qu'au fur et à mesure des générations qui se sont succédées, il y a eu des mariages entre cousins, plus proches ou lointains. Le deuxième élément, c'est que à un moment, la noblesse qui s'appauvrissait s'est perpétuée en faisant épouser le fils ou la fille au notaire du coin. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de Français, sans le savoir, descendent de Charlemagne. On estime qu'il y a un Français sur 10, il me semble, qui descendent de Charlemagne. Donc trouver des ancêtres nobles, ça n'a rien d'exceptionnel. Et d'autant plus que parfois nos ancêtres nobles n'étaient pas tout à fait, comment dirais-je, les hommes avaient des maîtresses et des bâtards. Et ces bâtards ont eu des descendants. Et dans le cas de ma mère, c'est ce qui s'est produit. Voilà. Donc elle descend d'une bâtarde, d'un seigneur de Florent, du côté de la Haute-Garonne. En remontant cette famille, on arrive au comte de Toulouse. Très vite, les comtes de Toulouse, on arrive à la famille royale de France, à Louis VI. Une autre aparté, j'ai beaucoup entendu dire que les gens qui, comme moi, ont un nom de famille qui est un prénom, Oui. ce sont des orphelins. Est-ce que c'est vrai? Il peut se faire que oui, effectivement. Ça voudrait dire qu'au XVIIIe, ou peut-être après, nous avons un enfant qui est né, qui a été abandonné, et que son prénom est devenu nom, en fait. Ça arrive très très souvent. Ça veut dire que quelqu'un qui a un prénom comme nom de famille, Oui. et qui même dans la région a le même que le vôtre, il n'est pas forcément de la famille. Non. Il n'a aucun gène, aucune Non. relation. Alors on peut donner l'exemple, par exemple, du patronyme Humbert. Humbert, ça provient de lieux, on est bien d'accord. Donc on va avoir des endroits qui vont s'appeler les Humberts. Et en fait, la personne aura pris le nom du village. Donc c'est pour ça qu'en fait, on peut retrouver beaucoup d'Humberts qui ne sont pas reliés par des liens familiaux, comme les moulins d'ailleurs. Il y a des moulins, il y en a de partout. J'ai envie de vous dire, les moulins avant et les moulins après. Oui, c'est un petit peu ça, oui. Alors, dans le cas des moulins, en règle générale, c'est plutôt en relation avec le meunier. Ça vient de là. Voilà. Dans ma famille, j'avais des pains, des froment, du pain. Oui. Je pense qu'on a dû avoir des ancêtres dans la boulangerie. Oui, bien entendu, oui, bien sûr. Donc en général, c'est vrai que ces prénoms, ces noms de famille proviennent en règle générale du métier, parfois du lieu, et parfois d'une particularité physique. Ouais. Le gros, le maigre. D'accord. Donc ça aussi, c'est possible. Et puis après, le long. Après, au fil du temps aussi, on se rend compte sur des registres qui sont pas si vieux, mais qui datent. On se rend compte, moi, j'ai de la famille aussi. Je reviens toujours à mon exemple, mais c'est celui que j'ai. C'est que les gens l'ont écrit différemment à plein d'époques. Oui. Et finalement, le nom, il dérive. Il dérive. Alors, ce sont parfois des erreurs de l'officier d'état civil ou du curé, qui a fait qu'à un moment, la fin du nom a été changée. Et je fais référence à mes testus de la Haute-Loire, testus D, et qui parfois, dans certaines branches, deviennent testus T. Moi, j'ai un exemple frappant. Ça doit être mon arrière-grand-mère qui s'appelait Louise Père. Et Père est écrit de toutes les façons. Ah bah oui, alors oui, Père. P-E-P-A. Oui, P-E-I. P-E-I. Oui, bien sûr, oui, oui. C'est incroyable. Oui. Il n'y a pas un document qui est le même. Ouais.
Alors, bon, et puis après, on a aussi les erreurs qui peuvent s'immiscer dans les actes notariés aussi. Hein. Il maîtrisait la lecture et l'écriture, oui. Après, voilà. Hein. Moi, quand on me dit Charles, est-ce qu'il faut un S, je dis oui, est-ce qu'on est plusieurs? Oui, 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 oui. Non, c'était de l'humour. Le premier bouquin, le premier livre, il a été publié en quelle année? 2019. Ah, c'est quand même finalement assez récent. C'est assez récent, ouais. 10 ans de recherche, 3 ans de rédaction hein, quand même. Donc, et là, je peux vous dire qu'il y a du pavé. Il y a de quoi faire. Hein. Il y a du pavé. Là, vous avez mangé plusieurs forêts. Là. Oui, j'ai l'impression. Oui, j'ai l'impression. Et le dernier, finalement, alors il a quelques semaines, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti au mois de novembre, il est tout frais. Yolande de Polastron, duchesse de Polignac, et on reste dans la Haute-Loire. Et on reste dans la Haute-Loire. On reste du côté du Puy, puisque Polignac, c'est à quelques kilomètres du Puy-en-Velay. C'est juste à l'entrée du Puy, on est bien d'accord. Donc voilà, j'avais envie de faire une biographie sur une personnalité nationale, sortir un petit peu du cadre du régional. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'était de réécrire la vie de la duchesse sous un autre angle. Alors j'ai été aux Archives nationales à Paris, j'ai retrouvé les lettres qui avaient été conservées entre la duchesse et Marie-Antoinette. Et dans ces lettres, il y a quand même quelque chose qui a interpellé mon attention, c'est que je me demande quelle était la nature des relations entre la duchesse et Marie-Antoinette. Qui a été guillotinée. Hein. Qui a été guillotinée. Si c'était bien une relation amicale ou s'il n'y avait rien de plus. D'accord. Parce que quand on retrouve... On va laisser le suspense. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Parce que quand on lit les lettres, on s'aperçoit quand même qu'il y a... des mots doux échangés. Il y a de l'ambiguïté. Qui a beaucoup d'ambiguïté. Et c'est ce qui m'a plu, c'est pour ça que j'ai écrit là-dessus en fait. Et pour situer Polignac, aujourd'hui il y a la tour, c'était un château avant? C'est le château. C'est le château, alors... Et donc cette duchesse était là-bas à Polignac, dans quelques années, c'était 1750 à peu près? Elle s'est mariée en 1776 je crois. Ouais. Donc elle a épousé le duc de Polignac, on est bien d'accord, qui lui est originaire de là-bas. Et elle, c'est une fille du sud de la France. Polastron, ça vient de Saint-Gaudens, Saint-Martory, voilà. C'est dans le sud de la France, du côté de Toulouse. Et donc, effectivement, elle a suivi son mari. Et puis, très vite, elle a été vivre à la cour, bien sûr. Et les Polignac, qui étaient aussi, si je dis aussi pas de bêtises, famille, cousin avec les Régnier qui sont à Monaco. Avec le prince Régnier de Monaco et le prince Albert, oui, effectivement, ce sont deux branches différentes, mais effectivement, oui. Et votre livre, c'est un témoignage, il y a une aventure, il y a une intrigue, il y a quoi dans le livre? C'est une biographie sur la duchesse, c'est une sorte de réhabilitation. On a beaucoup écrit sur la duchesse, on a beaucoup dit qu'elle avait dépensé l'argent de la France. Et donc, voilà, en recherchant un petit peu ce qui s'était réellement passé, on arrive à trouver des choses intéressantes qui sont consignées dans ce livre. Un livre qu'on peut retrouver dans la région, on peut retrouver... Je dis toujours cette question et en même temps j'ai toujours la réponse, qu'on me répond, on peut le trouver également sur Internet. C'est vrai qu'on n'est plus en 1749, oui. Mais on le trouve dans la région, il y a des libraires qui vous en font un peu la promo? Alors, mon éditeur, pour le moment, il est en train de le divulguer dans les différentes librairies. Il est déjà référencé, hein. Si vous tapez nom, prénom du livre, vous le trouvez. Hein. Et on peut le commander, il n'y a pas de souci. Voilà, mais celui-là, il m'a pris aussi quand même un petit peu de temps. Aujourd'hui, vous travaillez sur autre chose déjà, ou alors c'est un moment de promotion et de repos? Alors, comme je vous l'ai dit, je viens de finir pendant les vacances scolaires un manuscrit sur un féminicide, sur l'hérédité au Puy. Ouais. Et je suis en train d'œuvrer pour trouver un éditeur, on est bien d'accord. Alors peut-être que je vais repartir chez le même éditeur que j'ai. Ouais. Voilà, je l'ai proposé aussi un petit peu à Fayard, à d'autres éditeurs nationaux, parce que à partir du moment où on essaye d'éclairer le 19e siècle en France, ça peut intéresser aussi tout le monde. Il y a des objectifs de vente, comment ça se passe là? On est dans la passion, on est dans l'écriture, mais il y a aussi un principe de réalité, c'est l'économie. Oui. Est-ce qu'il y a des nombres de ventes à faire? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Les sujets sont plus ou moins porteurs. Ouais. Je sais que le premier s'est très très bien vendu et il continue à bien se vendre. Il est référencé à la médiathèque de Saint-Chamond, il est référencé aux archives de la Loire,
à la médiathèque de Saint-Étienne, donc voilà. Et celui-là, il est tout neuf, il vient de sortir, donc je pense qu'effectivement, il va faire beaucoup parler de lui. Il y a sûrement des rendez-vous avec les écoles, non? Parce que c'est passionnant l'histoire et d'apprendre tout ça à la jeunesse. Non, oui, alors c'est vrai que de par ma position d'enseignant, bien entendu, je peux parler facilement de Saint-Chamond. J'ai fait des conférences aussi à Saint-Chamond, plusieurs fois pour expliquer un petit peu tout ça. Et j'ai vu que vous parliez des chanoines. Des chanoines, bien sûr. Chanoines, une question avait été posée sur Internet, mais pourquoi il y a une maison des chanoines à Saint-Chamond? Tout simplement parce que les seigneurs de Saint-Chamond avaient dans leur famille des chanoines comtes de Lyon, et qu'en fait ils avaient fait construire une maison à Saint-Chamond par référence à ce qui se passait à Lyon. Voilà. Donc voilà, tout ça m'intéresse beaucoup et j'essaye de faire vivre ma passion et le peu de culture que j'ai auprès des autres. J'ai vu aussi dans votre biographie qu'il y avait des concours d'éloquence, un peu des choses comme ça. Là. Alors au lycée, oui, au lycée de Saint-Chamond, j'organise ma formation juridique me permet de faire travailler mes lycéens sur des plaidoiries. Donc cette année, la plaidoirie porte sur un cas pratique. Ils vont la soutenir vendredi prochain à Saint-Chamond, de 16h à 18h, et ils vont essayer de plaider. Et c'est ça qui est intéressant. Donc ça se rapproche du concours d'éloquence. Puis j'avais organisé un concours d'éloquence entre mes deux établissements il y a déjà quelques années de ça, Saint-Michel, Saint-Chamond. Ça va très très bien marché. Mais ça demande aussi beaucoup de travail. Quand on parle d'éloquence, de plaidoyer, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que les gens qui sont timides, et c'est quelque chose d'impossible ou de très difficile? Ou alors est-ce que ça se travaille là aussi, l'éloquence? Alors l'éloquence, ça se travaille. On n'est pas éloquent qui veut. Mais rien n'est perdu. C'est pas parce qu'à un moment T, on est timide qu'on va rester timide toute sa vie. Je fais passer le bac, donc je fais passer l'écrit, je fais passer le grand oral, je sais de quoi. On peut se retrouver parfois face à des lycéens très timides qui, parce qu'ils se retrouvent confrontés à un événement particulier, comme le grand oral, à exceller. Donc oui, mais on fait attention, on essaye de les entraîner. Avant de vous libérer, j'ai une petite dernière question. On est à 60 jours à peu près des élections municipales. Il va y avoir beaucoup de changements, il va y avoir des maires de droite, des maires de gauche. Et j'ai vu là aussi, en faisant des recherches sur votre biographie, que vous aviez publié un texte sur l'origine de la gauche et de la droite. Et j'étais très curieux et j'aimerais beaucoup en savoir plus. Donc, l'origine de la gauche et de la droite, c'est tout bête. Mais je sais, normalement c'est la gauche de l'Assemblée et la droite de l'Assemblée, c'est ça. Mais est-ce que les idées ont peut-être évolué Pas tellement. Ouais. Lorsque Louis XVI réunit les États généraux, il fait venir les députés, on est bien d'accord. Les députés conservateurs, ceux qui ont envie que les choses continuent comme ça, s'assient à sa droite, c'est l'ancêtre du bloc de droite. Ceux qui s'assient à sa gauche. Les réformateurs. Et voilà, exactement. Et c'est l'ancêtre du bloc de gauche. Après, avec la Révolution et les différentes tendances, girondines, montagnardes, on retrouve quelques sensibilités différentes, mais finalement, on revient toujours au même. La droite est plutôt conservatrice, et la gauche est peut-être plus sur un versant social, réforme pour les individus, pour la société. Voilà. Et dès qu'elle réforme, la gauche, elle redevient de droite. En règle générale. On appelle ça la gauche caviar. Ou la gauche bobo. Ou la gauche bobo. On en a eu quelques exemples. On a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on a oublié quelque chose sur l'auteur régional que vous êtes? Je ne pense pas. Je crois que j'ai fait le tour avec vous, il me semble. Est-ce que, pour conclure, il y a des dates qui sont prévues pour justement présenter le dernier ouvrage et tous vos ouvrages? Est-ce qu'il y a des fêtes du livre? Est-ce qu'il y a des salons? Est-ce qu'il y a des rendez-vous à ne pas manquer? Alors, la fête du livre est la prochaine fête du livre est en préparation. Je n'ai pas encore de date. Donc là, on est sur octobre 2026. Voilà, c'est encore un petit peu tôt. Ça risque de bouger s'il y a un nouveau maire, s'il y a un nouveau... On est un petit peu conditionné par ça. Il y aura beaucoup de choses qui vont bouger dans toutes les villes d'ailleurs. Oui, il va y avoir une recomposition. Ça promet d'être un moment très très intéressant, à mon avis. J'ai l'impression que toutes les élections qui viennent ont l'air d'être très très intéressantes. Oui, 2026, 2027. Mais qu'au final, je crois qu'on va quand même retomber sur toujours les mêmes choses. Il se pourrait. C'est-à-dire que si nous n'avons pas du sang neuf, avec des esprits neufs, on va faire de la vieille cuisine.
Et la vieille cuisine, elle va pas chercher bien loin. Et comment dire, on prend les mêmes, mais Et on recommence. Et c'est reparti. Vous n'avez pas de date alors pour finir? Non, je n'ai pas de date, mais par contre, je communiquerai sur mon site, sur mon blog, Moulins Inutiles, voilà, et je communiquerai en temps et heure utile. Eric Moulins Inutiles, merci beaucoup. Je vous en prie. Dernière petite question, parce que ça c'est un clin d'œil à une amie. Zinuti, c'est d'origine italienne, non? Exact. Alors c'est un mélange de la descendante du roi et du côté des Savoie, non? Alors pas du côté des Savoie, non, parce que mes ancêtres, Zinuti, les plus vieux, effectivement, apparemment étaient plutôt d'origine noble au XVIIe siècle. On retrouve Dans quel coin d'Italie? Je suis du côté de Udine, c'est à la frontière autrichienne. Vous dites Udine? Udine, D'accord. en italien. Donc je suis à la frontière autrichienne et yougoslave. D'accord, donc c'est de l'autre côté du versant. Ah oui, d'Italie. complètement. De l'autre côté de la botte. Oui, complètement. Et au nord. Et la région, c'est laquelle exactement, vous le savez? C'est le Frioul. Le Frioul, d'accord. Friuli, Venezia, Lulia. Ah, donc Venezia, on n'est pas loin de Venise. On n'est pas très très loin. Je situe. Voilà. Et nous sommes des Frioulans, et effectivement, il paraîtrait qu'il y a un palais où les Inutis avaient palais dans un petit village à côté de chez moi. Bon, à écoutez, creuser. À creuser. Écoutez, sur tous ces beaux mots, moi je vous laisse et puis je vais retourner dans mon HLM. Il faut faire comme ça. Un descendant de mineur. Mais pourquoi pas? Il en faut aussi. À bientôt. À bientôt.